Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée. Sur El Oula, voici les titres de l'actualité. Rabat abrite la 46e édition du Trophée Hassan II et la 25e édition de la Coupe El Mriem. Avant les compétitions, on place d'abord au traditionnel Pro-Am sur le parcours bleu au Royal Golf d'Al Salam, présidé par son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Plus que quelques jours avant l'avènement de Ramadan, les préparatifs se poursuivent pour assurer l'approvisionnement du marché et la stabilité des prix. Une nouvelle réunion de coordination s'est tenue aujourd'hui à Rabat, au ministère de l'Intérieur. Le programme d'approvisionnement en eau potable dans la province de Taza affiche des taux satisfaisants. Une population desservie grâce notamment à la dynamique soutenue des projets hydrauliques menés au niveau de la province. Nouvelle pièce courte, un spectacle de chorégraphie du français Philippe de Coufflet. Un monde foisonnant d'expressions corporelles, libres, temporelles et passionnées. Message royal de félicitations adressé à Volodymyr Zelensky à l'occasion de son élection président de l'Ukraine. Sa Majesté le Roi exprime ses chaleureuses félicitations pour la confiance placée en la personne de Monsieur Zelensky par le peuple ukrainien et qui, je cite, constituera certainement pour vous la meilleure motivation pour répondre à ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité. Fin de citation. Le coup d'envoi de la 25e édition de la Coupe El Mriem de golf donné aujourd'hui à Rabat. Un coup d'envoi présidé par son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Le tournoi rassemble 126 golfeuses et comme à l'accoutumée, la compétition est précédée par le traditionnel Pro-Am sur le parcours bleu au Royal Golf d'Al Salam. Saïd Anis, Boukr Ben Rabrit. La 46e édition du Trophée Hassan II de golf et la 25e édition de la Coupe El Mriem se sont forgés au fil des ans une réputation mondiale. Le coup d'envoi des deux tournois a été donné aujourd'hui au Royal Golf d'Al Salam à Rabat. Un rendez-vous sportif de dimension internationale que préside son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, président de l'association du Trophée Hassan II de golf et président de la Fédération royale marocaine de golf. Les joueurs et les joueuses sont venus cette année nombreuses pour participer à cette compétition parce que le Maroc, parce qu'ils apprécient le Maroc, parce que le trophée Hassan II et les Coupe sont devenus incontournables, prestigieux, et aussi pour redécouvrir la salle. Les deux tournois sont suivis comme chaque année par de nombreux journalistes sportifs. Ils bénéficient d'une retransmission télévisée qui touche plus de 650 millions de foyers sur les 5 continents. La Coupe El Mriem rassemble quelques 126 golfeuses. Je suis vraiment contente de venir jouer ce tournoi. Chaque année, c'est un vrai plaisir parce que c'est une super organisation. Et cette année, le parcours a changé. Tous les greens sont nouveaux. Et je trouve qu'ils ont fait du super travail. C'est très beau, je trouve. C'est très bon, des très bons greens. Ils sont encore un peu jeunes, donc ils réagissent. Ils sont assez fermes, mais je pense que ça va être un bon tournoi. Les épreuves du Trophée Hassan II se dérouleront du 25 au 28 de ce mois avec la participation de 156 joueurs et seront précédées d'un Pro-Am demain sur le parcours rouge. Ramadan, c'est dans quelques jours. Les préparatifs s'enchaînent pour un bon approvisionnement du marché. En application des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministre délégué à l'Intérieur, Nourdine Boutayeb, a tenu une réunion de coordination pour s'enquérir des mesures et dispositions nécessaires et assurer le suivi de la situation et des prix des produits de première nécessité, mais aussi pour renforcer les interventions des services chargés du contrôle et de la protection du consommateur. Lors de cette rencontre, il a été décidé de renforcer les opérations de contrôle quotidien en vue de garantir le suivi régulier de la situation des marchés et faire face à l'ensemble des pratiques contraires à la loi et à toutes les infractions enregistrées. Et à l'occasion du mois sacré, on repasse à l'heure GMT. Ce sera dimanche 5 mai à 3h du matin. Il va donc falloir avancer vos montres de 60 minutes. Et après le mois de Ramadan, l'heure légale devra être avancée de 60 minutes dimanche 9 juin à 2h.
L'approche anticipative dans la lutte contre le terrorisme continue de prouver son efficience. Le Bureau central d'investigation judiciaire a démantelé à l'aube une présumée cellule terroriste composée de 6 individus âgés entre 22 et 28 ans, s'activant à Salé. Les perquisitions ont permis la saisie d'appareils électroniques, d'armes blanches sous forme de coutelas ainsi que de manuscrits à caractère extrémiste. Un communiqué du BCJ indique que les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les suspects qui ont prêté allégeance au prétendu calife de Daesh ont adhéré à la propagande de ce groupe terroriste tout en tentant d'acquérir des expériences dans la préparation et la fabrication d'engins explosifs dans le but de commettre des actes terroristes selon l'agenda destructeur de ce groupe. Les mises en cause ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Et les investigations se poursuivent en vue d'arrêter d'autres complices soupçonnés d'implication dans ce réseau. Les investigations et les recherches menées sur la cellule terroriste partisane de l'organisation dite État islamique, démantelée donc ce matin à Salé, ont permis l'arrestation à Dakhla en coordination avec les services de sûreté de cette ville d'un autre élément soupçonné d'entretenir des liens avec les membres de cette cellule. C'est ce qu'indique un communiqué du BCJ. On rappelle que le BCJ donc a arrêté 6 extrémistes à Salé qui ont prêté allégeance au prétendu calife de Daesh. Un autre front de combat, la lutte contre le trafic des stupéfiants. Durant les dernières 48 heures, le Bureau central d'investigation judiciaire est parvenu à avorter une opération de trafic de drogue et à arrêter le chef du réseau et 6 suspects au niveau de l'avenue Ambassadeur Ben Aïcha à Casablanca. Une importante quantité de Chira, estimée à environ 7 tonnes, a été saisie. Elle était chargée à bord d'un camion de transport de marchandises et de 2 voitures utilitaires, tout comme une somme d'argent estimée à un peu plus de 200 000 dirhams. Un début de semaine pluvieux dans plusieurs provinces du pays. Le temps se rafraîchit un peu partout en plein printemps. De fortes précipitations ont été enregistrées la nuit dernière. 20 mm à Chaouni-Ifrane, 7 à Taza, 5 à Tanger, 2 à Fez et Meknès et 1 mm à Oujda. L'approvisionnement en eau potable dans la province de Taza, un programme qui affiche des taux satisfaisants. Pas moins de 150 000 habitants au niveau de la province sont desservis à ce jour. Et c'est grâce à des projets hydrauliques comme ceux entrepris au barrage Bablota. Les explications de Wafa Yaqoubi, Mohamed Nasseri, Mohamed El Lishkar. Ces eaux de pluie stockées permettent aujourd'hui de subvenir aux besoins en eau potable des 2 tiers de la population de la province de Taza. Le volume des eaux stockées dans ce barrage de Bablota s'élève en ce mois de mars à quelques 32 à 34 millions de mètres cubes. Nous avons pu résoudre définitivement le problème de l'alimentation en eau potable de la ville de Taza. Mieux encore, nous avons pu élargir le service d'alimentation à 20 communes territoriales en zone rurale relevant de la province de Taza, soit au total une population bénéficiaire de 150 000 habitants. Les eaux du barrage sont acheminées d'abord vers une station de traitement située non loin de là dans la ville de Tahla, une station où est assuré le contrôle de la qualité de l'eau. Cette station est conçue de façon à traiter 380 litres d'eau brute par seconde, soit une production de 340 litres par seconde d'eau traitée. Après traitement, les eaux du barrage Bablota sont acheminées sur 73 km jusqu'à la ville de Taza et les communes avoisinantes. Aujourd'hui, les besoins de la ville de Taza en eau potable sont couverts à 100%, ceux des zones rurales à 83%. La pêche en voici une activité névralgique au port de Dakhla. Elle est même l'épine dorsale de l'économie locale. Parmi ces activités, débarquement de poissons, export et importation des hydrocarbures. Le secteur assure aussi des postes d'emploi. Autant d'atouts que nous détaille ce reportage de Abdelal Shgar, Abdel Tahzouin et Zakaria Moukimbila.
Avec un littoral de 667 km, la région d'Dakhla Oued Dahab dispose d'un potentiel halieutique important. Le port de pêche de Dakhla est un vecteur de croissance pour le secteur. L'année dernière, 600 000 tonnes de produits de pêche ont été débarqués au niveau du port. Des performances enregistrées grâce à la mise à niveau des infrastructures de pêche à la faveur du plan Halieutis. Il y a 75 sardiniers. Une fois au port, chaque bateau déclare sa cargaison au service concerné. On procède à une vérification pour s'assurer du tonnage et des espèces de poissons pêchés. Auparavant, on travaillait avec des procédés traditionnels. Grâce au plan Halieutis, nous utilisons un matériel moderne. Certes, les volumes des poissons pêchés ont baissé à 28 tonnes, mais nous livrons un produit de bonne qualité. La valeur des produits de pêche débarqués l'année dernière atteint 2 milliards de dirhams. Ce segment inclut des activités diversifiées de pêche, dont les produits de la pêche hauturière et côtière. La vente s'effectue dans cette halle moderne qui relève de l'Agence nationale des ports, suivant des procédures déterminées. Chaque jour, les bateaux de pêche apportent leur cargaison au port. Les produits sont d'abord triés avant d'être vendus à la criée, avec la participation de plusieurs intervenants. Grâce au trafic économique important, le port de Dakhla est un vecteur de croissance socio-économique. Sa production représente 20% de l'ensemble de la production nationale. Cette infrastructure est aussi dotée d'une zone industrielle de 270 hectares, dont 60 hectares aménagés pour diverses activités. Dakhla est également une destination touristique très prisée, notamment pour les sports de glisse et ses multiples sites de pêche touristique. Pour preuve, le mouvement du trafic aérien au niveau de l'aéroport de Dakhla a enregistré durant le mois de mars dernier une hausse de 37,52% comparativement à la même période de l'année dernière. Notre coup d'œil de l'actualité internationale, nous le commençons par l'Algérie où des milliers d'étudiants ont à nouveau défilé à Alger. Ils ont réclamé le départ, je cite, avec des slogans du système au pouvoir et le jugement de personnalités liées au président déchu Abdelaziz Bouteflika. Ces jeunes manifestants ont exprimé une fois de plus leur rejet de la présidentielle que veut organiser le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah le 4 juillet pour élire un successeur à Bouteflika. 2 jours après le sanglant dimanche de Pâques au Sri Lanka, le groupe terroriste Daesh revendique la série d'attentats qui ont visé des églises et des hôtels dans plusieurs localités. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Il est désormais de 320 morts et plus de 500 blessés. Bientôt une rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Le dirigeant nord-coréen se rendra prochainement en Russie, à Vladivostok, pour des discussions avec son homologue russe. La ville se prépare sur le plan sécuritaire pour accueillir le sommet. Ce sera le premier du genre entre les deux leaders. Moscou entretient des relations plutôt amicales avec Pyongyang et avait déjà demandé la levée des sanctions internationales contre le pays. La perle de l'Oriental Saïdia est toujours aussi accueillante. Sa station balnéaire offre des atouts chocs à toutes les saisons. À Saïdia, le printemps est aussi une bonne période pour goûter au plaisir du farniente. L'affluence est au rendez-vous et ça promet pour les vacances d'été. Reportage Rachid Latabi, commentaire Nisril Hamdawi. Des plages de sable fin sur 7 km, un climat doux et ensoleillé tout au long de l'année, une infrastructure hôtelière moderne et une ambiance bon enfant. Voilà ce qu'offre la station balnéaire de Saïdia. De quoi ravir les visiteurs d'ici et d'ailleurs. La station de Saïdia est très belle. Elle offre des services de qualité. La vérité, au Maroc, nous nous sentons chez nous. C'est comme si nous étions en Alexandrie, en Égypte. Et en plus, la population est sympathique et avenante. Ici, on ne s'ennuie pas. Il y a des vélos, des quads, la plage est à 2 pas. Tout est impeccable. Nous nous sommes habitués
à cette destination. La station de Saïdia est à proximité de chez nous. Voilà pourquoi nous venons souvent y passer le week-end. La station de Saïdia a les atouts nécessaires pour drainer encore plus de touristes. Un parcours de golf de 18 trous, 6 hôtels 5 étoiles et des résidences touristiques. Sa capacité litière s'est renforcée. Elle dépasse actuellement les 7000 lits. En cette période, l'affluence est satisfaisante et en été, Saïdia s'apprête à avoir le vent en poupe. Pendant cette période printanière qui coïncide avec les vacances scolaires des missions étrangères, nous accueillons un grand nombre de vacanciers, des Marocains en particulier. Mais nous recevons quand même certains touristes européens. Et sûrement, après le mois de Ramadan, la tendance sera à la hausse avec des touristes marocains et étrangers, notamment des Espagnols, des Portugais, des Tchèques et des Slovaques. Avec ces hôtels classés, la région a commencé à connaître une belle affluence touristique. Nous en avons vraiment besoin pour booster la croissance économique dans la région. La station balnéaire de Saïdia, avec son arrière-pays splendide, a tous les ingrédients d'une destination touristique attrayante. Elle n'a pas encore dit son dernier mot. De nouvelles unités hôtelières ne tarderont pas à ouvrir leurs portes. Il s'est fait connaître à travers le monde en organisant la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de 92. Le danseur et chorégraphe français Philippe Decoufflet est au Maroc pour présenter avec sa troupe son nouveau spectacle, nouvelle pièce courte. Leur dénominateur commun, la temporalité, leur écriture par le même auteur et leur interprétation par les mêmes artistes. Yassine Mazi, de Cali, Dominique Orlando était à ce spectacle au Théâtre National Mohamed V de la capitale. Lorsqu'il était enfant, Philippe Decoufflet rêvait de devenir dessinateur de bande dessinée. C'est donc naturellement le dessin qui se trouve être très souvent au départ de tout son processus de création. C'est un grand enfant. C'est un grand enfant qui sait s'entourer de gens talentueux, qui sait reconnaître en chacun ce qu'il y a de meilleur. Et c'est quelqu'un qui n'a peur de rien dans les créations et qui amène chaque interprète à fouiller dans des zones auxquelles l'interprète n'aurait pas pensé mettre en scène. Tex Avery, le célèbre créateur de Donald et Mickey, l'a beaucoup inspiré dans la recherche de ces gestes a priori impossibles à réaliser, cette bizarrerie dans le mouvement. Il a toujours recherché dans cette danse qui est la sienne, toujours à la limite du déséquilibre et de la chute, avec ou sans filet. Moi j'ai bien aimé, il y avait beaucoup de musique aussi, c'était joli, les couleurs aussi. Le mélange des genres, la danse, la musique, l'acrobatie, et le mélange des techniques aussi, c'est un excellent spectacle. C'était à la fois sublime, à la fois ça nous a transportés vers des émotions incroyables comme le rire. On avait presque la larme aux yeux par moments. C'était vraiment un superbe spectacle. On avait parfois l'impression d'être aux côtés de la chorégraphe Pina Bausch ou du réalisateur Bob Fosse, quelque chose de délicat et de semble-t-il tellement évident dans la mise en scène de tous ces petits pas successifs. Presque comme si Monsieur Decoufflet nous disait qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que de danser et de fredonner. Et c'était le club de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info de retour à 20h30. J'aurai plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.